Bonjour et bienvenue. Mon nom est Roxane Desjardins. Je suis consultante ressources au service d'inclusion pour jeunes enfants. Je vous présente un webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. Aujourd'hui, je vais vous présenter des faits et des caractéristiques de l'autisme, ainsi que des stratégies ou adaptations environnementales et des ressources afin de vous aider à comprendre et appuyer un enfant dans votre programme. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui a un impact sur le développement du cerveau qui affecte la façon dont une personne communique avec et se rapporte à d'autres personnes et comment ils éprouvent le monde autour d'eux. Pour vous aider davantage à comprendre ce qu'est l'autisme, commençons tout d'abord avec une vidéo. Nous sommes tous différents et c'est merveilleux. Certaines différences sont faciles à voir. La taille, la coupe des cheveux, la couleur des yeux et bien encore. D'autres différences ne se voient pas. Nos plats préférés, nos peurs ou compétences particulières. Curieusement, la façon dont nous voyons le monde est également différente. Par exemple, que vois-tu dans ce dessin ? La plupart des gens voient un canard, mais certains d'entre vous ont peut-être vu un lapin. Quel que soit celui que vous ayez vu, vous êtes correct. Ceci est juste un dessin complexe pour vous montrer que tous les cerveaux fonctionnent différemment. Le cerveau est l'ordinateur de votre corps et il fonctionne différemment pour nous tous et contrôle comment tu apprends les choses. C'est pour cela que nous sommes tous doués pour différentes choses. Comment tu te sens? C'est pour cela que l'on ressent tous des émotions différentes. Et comment tu communiques? Parfois, le cerveau est connecté d'une façon qui affecte les sens et la manière dont nous percevons et comprenons les situations et les interactions. On appelle cela l'autisme. Plusieurs personnes ont une forme d'autisme, donc il est fort probable que tu connaisses déjà une personne qui est autiste. Et pour cette raison, il est bon d'en savoir un peu plus sur l'autisme. La connexion particulière à l'intérieur d'un cerveau autistique fait que parfois, cette personne peut être très douée à des tâches qui peuvent nous sembler difficiles, comme les mathématiques, le dessin ou la musique. Elle peut aussi causer l'effet inverse, et des activités qui nous semblent si faciles peuvent être incroyablement difficiles pour eux, comme se faire des amis. Les sens transmettent en permanence des informations à ton cerveau, sur ton environnement et les personnes qui t'entourent. Cependant, quand le cerveau d'une personne et ses sens ne communiquent pas bien, le cerveau peut se sentir submergé et confus, affectant ainsi la manière dont il ou elle perçoit le monde. Imaginez-vous marchant dans la rue. Ceci est la façon dont un cerveau autistique peut percevoir cette marche. Terrifiant, n'est-ce pas? Malheureusement, dans beaucoup de situations, la personne ne peut pas exprimer tout haut ce qu'elle ressent. Alors, quand bien même c'est le chaos dans leur tête, elles ont l'air OK et ne parviennent pas à demander de l'aide. Nous développons tous des comportements qui nous aident à nous calmer dans les situations inconfortables. Nous détournons le regard, croisons nos bras, se rongent les ongles, s'agitent, se mordit les lèvres et bien encore. Pareillement, les personnes autistes développent des comportements qui les aident à faire face durant ces moments intenses. Ces comportements peuvent sembler inhabituels, mais ce sont juste leurs techniques pour se calmer. Quand cela arrive, cela signifie qu'ils sont en difficulté. La bonne chose à faire, c'est de ne pas rendre les choses encore plus difficiles pour eux, en s'énervant, en les ignorant, ou encore vous moquer d'eux. Souvenez-vous, juste parce qu'une PlayStation ne peut pas lire vos jeux d'Xbox, cela ne veut pas dire qu'elle est cassée. Les personnes autistes ont besoin d'amis, qui sont prêts à prendre le temps de les connaître. Avec une bonne communication et beaucoup de patience, tout le monde se sentirait mieux. Les personnes autistes ne sont pas malades ou cassées. Elles ont simplement une vision unique du monde. Et avec un petit peu de soutien de la part de leurs amis, ils pourront peut-être partager cette vision avec nous.
l'autisme peut créer des choses merveilleuses. Donc, comme noté dans la vidéo, le trouble du spectre de l'autisme a un impact sur les interactions sociales réciproques, la communication et les comportements d'un individu. Cependant, il est très important de noter que les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA sont tous uniques malgré le fait que certains traits peuvent être observés chez plusieurs d'entre eux. Commençons par explorer les habiletés sociales. Le développement des habiletés sociales comprend la capacité des individus à regarder les autres, à imiter, à partager l'espace et les jouets, à faire des échanges à tour de rôle et interpréter les comportements sociaux non verbaux, donc les expressions, les gestes affectueux. Ceci peut ressembler à un enfant qui pousse un père ou prend son jouet afin d'entrer dans le jeu avec un père parce qu'il lui manque les habiletés comme faire la demande « Est-ce que je peux jouer aussi? » ou un enfant qui tape sur la tête de son ami au lieu de lui dire bonjour. En fait, c'est pour lui dire bonjour. Beaucoup d'enfants avec un TSA veulent et désirent un engagement social, mais ils n'ont généralement pas les habiletés nécessaires pour interagir de façon efficace. Même les enfants qui sont très verbaux peuvent être limités dans leur capacité à socialiser et à interagir efficacement avec ses pairs ou avec les adultes. Les habiletés sociales sont les aspects dans lesquels l'enfant avec un TSA démontre plusieurs défis. Par exemple, on parle de la réciprocité sociale, qui est l'habileté de participer à tour de rôle dans une interaction ou une conversation. C'est difficile pour eux de se joindre et de maintenir une interaction sociale. Avoir des échanges multiples au sein d'un événement ou d'un sujet avec un partenaire, comme débuter et mettre fin à une conversation. Ils peuvent aussi avoir des défis avec l'attention conjointe. Attention conjointe, c'est la capacité de maintenir un point commun avec une autre personne sur un objet, événement ou un sujet partagé. Un enfant avec un TSA peut continuer à parler d'un sujet de leur intérêt sans cesse ou de discuter d'un autre sujet tel que les créatures de la mer ou les trains, lorsque le sujet de conversation était le jeu extérieur. Il peut être difficile aussi pour eux de maintenir le contact visuel. Certains enfants ont beaucoup de difficultés à regarder une personne et écouter en même temps. Dans tous ces exemples, il y a un manque d'habileté qui prévient ou qui empêche une interaction sociale positive chez l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Au niveau de la communication, l'enfant aura également différents défis. L'enfant ne peut pas avoir un système de communication fonctionnel pour exprimer ses désirs et ses besoins. Il pourrait essayer de communiquer ce qui est important pour lui ou elle en répétant les mêmes choses à plusieurs reprises. Un exemple de ceci serait un enfant devant le réfrigérateur qui répète « encore, encore, encore ». Comme parents ou éducateurs, on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire par « encore ». Est-ce que c'est encore du jus, encore de l'eau, encore du yogourt? L'enfant ayant un TSA peut paraître comme s'il a des habiletés de langage expressif qui peut parfois donner une fausse impression de sa compréhension. Ceci peut causer de la frustration pour les adultes dans la vie de cet enfant-là. Les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme peuvent aussi avoir d'autres défis de communication, tels que l'apraxie. L'apraxie, c'est une difficulté de planification motrice neurologique. C'est l'incapacité à organiser toutes les parties pour créer des sons pour communiquer. Il y a aussi l'écholalie. L'écholalie est lorsque l'enfant répète ou fait écho au langage qu'il entend. Un exemple de ceci serait lorsqu'un adulte demande « Veux-tu jouer avec le camion? » et l'enfant répète « Veux-tu jouer avec le camion? » Il y a aussi l'écholalie différée. Dans l'écholalie différée, c'est lorsque l'enfant mémorise et par la suite répète les mots, les phrases qu'il a mémorisées à un autre moment de façon hors contexte. L'enfant avec un TSA peut avoir de la difficulté à généraliser le vocabulaire connu dans des fonctions variées du langage, telles que pour faire une demande ou un commentaire. Il peut aussi avoir des habiletés de conversation inefficaces. Pour pouvoir avoir une conversation, vous devez avoir la capacité d'avoir une attention conjointe,
d'écouter ce que l'autre veut dire et de réagir afin de prendre son tour dans la conversation. Les habiletés de conversation diffèrent que de juste parler. Certains éléments communs qui sont à défi chez ces individus sont comment démarrer une conversation, répondre lorsque quelqu'un commence une conversation, écouter, prendre son tour dans un échange ou une conversation, comment développer un sujet de conversation en restant sur le sujet, savoir quand et comment mettre fin à une conversation. Cela peut provoquer une frustration extrême et des comportements défis peuvent se manifester. Pouvez-vous imaginer ne pas pouvoir dire à quelqu'un ce que vous voulez ou comment vous vous sentez? Le comportement est un moyen de communiquer une réponse humaine à un monde plein d'ambiguïté et d'incertitude. Un enfant qui a un TSA peut avoir des comportements défis dus à diverses raisons. Il se pourrait que ce soit à cause des difficultés de communication ou à cause des particularités sensorielles. Gardez en tête que lorsqu'on parle de comportement et du trouble du spectre de l'autisme, il est important de savoir ou de se rappeler que ce qu'on observe comme étant des comportements défis sont simplement des stratégies que l'enfant utilise pour tolérer son environnement ou pour s'autoréguler. Certains exemples de comportements qui pourraient être observés sont lorsqu'il y a un changement inattendu ou imprévu dans la routine ou dans la journée. L'enfant exprime une incertitude face à ce changement en se lançant par terre en criant ou en manifestant d'autres comportements comme courir pour aller se cacher sous la table ou lancer un jouet. Un autre exemple pourrait être un enfant qui répète sans cesse la même phrase lorsqu'il est troublé ou il est triste. Un enfant qui refuse d'entrer dans un certain local où il y a beaucoup d'enfants parce qu'ils se sentent dépassés par le niveau de bruit. L'enfant qui se lance par terre ou met ses mains sur les oreilles lorsqu'il y a un gros bruit inattendu ou inconnu. Ou l'enfant qui se fait prendre son jouet, donc répète sans cesse « à moi, à moi, à moi ». Ceci est la façon dont il signale à un adulte qu'il a besoin de l'aide. N'oublions pas que même comme adultes, nous pouvons avoir de la difficulté à nous concentrer quand nous n'avons pas eu notre premier café de la journée, ou bien on ne peut pas arrêter de penser à l'étiquette qui nous dérange à l'intérieur de notre jeans. C'est une même réalité pour certains enfants que nous appuyons. L'anxiété. Le petit Larousse définit l'anxiété comme étant une vive inquiétude née de l'incertitude d'une situation, de l'appréhension d'un événement. Les enfants avec un TSA vivent de l'anxiété lorsqu'ils ont de la difficulté à réguler leurs émotions. Un enfant ou un individu avec un TSA a un besoin très élevé de prévisibilité et ont souvent de la difficulté à comprendre les situations sociales. La complexité du niveau d'anxiété peut être de légère à sévère. Une situation ou une série d'événements peut entraîner un état d'alarme avec une réaction physique ou une réaction de combat, de fuite ou d'immobilisation, de figement. Pensez à vous-même lorsque vous êtes anxieux. Comment se sent votre estomac? Comment est votre respiration? Est-ce que votre poitrine se sent serrée? Il y a des stratégies qui peuvent aider l'enfant lorsqu'il se sent anxieux. En tant que personnel éducateur, demeurez calme et observez l'enfant. Diminuez les consignes verbales ou les demandes que vous faites à cet enfant. Encouragez l'enfant à utiliser l'art de détente, un endroit ou une activité pour retrouver son calme. Demandez de l'aide d'un autre adulte. Et aussi mettre en œuvre un plan de prévention ou d'intervention qui a été établi par des professionnels. Ces stratégies appuieront l'enfant ainsi que vous-même. L'intégration sensorielle, ou ce qui est parfois appelé la particularité ou la modulation sensorielle, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant essaie de donner un sens à l'information sensorielle du toucher, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût, de la proprioception et des stimuli vestibulaires afin d'interpréter, d'assister, d'apprendre et d'agir. L'enfant compense avec un comportement défensif en quête de stimuli sensoriels. Souvent, on peut voir un enfant qui saute ou qui tape ses mains de façon répétitive,
Des fois, ça s'appelle du flapping. La modulation sensorielle est délicate, ce qui aide un enfant à se calmer et se concentrer 1 minute peut avoir l'effet inverse la suivante. Elle peut également être affectée par la fatigue, le stress, la faim, la santé. Les enfants peuvent ne pas être en mesure de participer jusqu'à ce que les besoins de modulation sensorielle soient comblés. Les défis sensoriels peuvent rendre difficile la proximité des autres, de leurs pairs ou des adultes. Les enfants peuvent avoir appris des stratégies d'adaptation pour répondre à leurs besoins sensoriels. Lorsqu'on parle de proprioception, elle provient de la stimulation des muscles, des ligaments et des articulations. Elle nous donne de l'information sur la position de notre corps dans l'espace. Tandis que le système vestibulaire réglemente le sens du mouvement et de l'équilibre. C'est ce qui nous permet de situer notre corps dans l'espace, ses déplacements et notre entourage. Donc, on parle de rotation, oscillation, des mouvements à l'envers. Parlons des différences entre la modulation sensorielle hyposensible et hypersensible. Hyposensible, l'individu aurait une sous-stimulation et un seuil sensoriel élevé. Donc, des problèmes à enregistrer l'information sensorielle. Un enfant ou une modulation hypersensible aurait une surstimulation, donc un seuil sensoriel très bas, et donc démontrerait des défenses sensorielles. Tout enfant peut se trouver dans l'un de ces états pour n'importe lequel de leurs sens à tout moment de la journée. Donc, un enfant qui est hyposensible essaye de réveiller son système et recherche un surplus d'informations ou ce qu'on appelle du input sensoriel. Donc, un exemple que je peux utiliser serait un enfant qui nécessite de sauter sur un trampoline avant le temps du cercle, afin de l'aider à demeurer assis et participer avec ses pairs. Un enfant qui est hypersensible essaie de calmer son système. Il reçoit un surplus d'informations et d'input. Les comportements stimulateurs de l'enfant sont une tentative pour moduler le niveau d'excitation de son corps. Donc, par exemple, un enfant qui requiert des câlins à pression profonde ou un lézard à poids sur ses cuisses pour demeurer au cercle ou au rassemblement avec ses amis. Les enfants qui sont hypersensibles fonctionnent sous des niveaux élevés d'anxiété. Ils sont bombardés par des sensations qu'ils n'aiment pas, puis peuvent réagir en manifestant des comportements de fuite, de combat ou d'immobilisation. Donc, voici un exemple. Jean a fait un trop d'activité physique. Et puis maintenant, il devient très excité. Il commence à pousser, à frapper les autres enfants. Il a besoin d'un temps ou d'une activité calme. Peut-être que l'éducatrice lui demande d'être le dernier à rentrer lorsque le jeu extérieur se termine ou lui propose de porter le sac à dos du groupe. Ceci lui permettra de retourner au calme avant de passer à la prochaine activité ou au prochain endroit. Avant de passer aux adaptations de l'environnement, voici une vidéo sur les particularités sensorielles que peut vivre un enfant avec un TSA. Maman, moi je peux. C'est quoi? Farine. Oui. Pour Ilan, 7 ans, entrer en relation avec sa mère et sa sœur en même temps, c'est assez compliqué. Surtout quand les sens sont sollicités. Il réagit au bruit, à l'odeur et à la texture de l'œuf qu'il perçoit d'une façon exacerbée. Ces stimulations sensorielles captent toute son attention au détriment de l'échange avec sa sœur. Comme Inès. Sa maman soutient Ilan. Ainsi, il ne se laisse pas absorber par ses perceptions et peut suivre le rythme. Les enfants avec autisme ont tendance à avoir des actions répétées, surtout lorsqu'ils y trouvent un plaisir sensoriel. Ryan, 2 ans, pourrait passer des heures à jouer avec le sable. C'est l'une de ses activités préférées.
Sa maman va chercher le contact par le biais de cet intérêt particulier. Oh, the sand's cool. Ah, sand. You want in? You all the way in? Do you want to sit in the sand? Like on your fingers, huh? Sand. Baseball. Like sand. Shake, 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 shake. No? How about the bucket? Ryan. Nope. All done? Ryan ne réagit pas aux sollicitations de sa mère, qui malgré son indifférence persévère. Great. This one turn. Paige, look. Elle essaye à nouveau de lui donner envie de jouer ensemble. Mais Ryan s'intéresse davantage à la sensation physique qu'à l'échange. Chaque enfant atteint d'autisme est unique et sa perception du monde l'est aussi. Ilan est attiré par l'eau, mais il est un peu dérouté. Il doit gérer plusieurs sensations fortes. Le chatoiement des reflets, la caresse de l'eau sur la peau, le froid, le bruit et l'odeur de chlore. Rassuré par la présence de sa maman, il appréhende mieux ce milieu différent et arrive à partager un moment de plaisir en famille. Il accepte même de prendre des risques et d'éprouver de nouvelles émotions. Nous allons maintenant discuter de stratégies et adaptations environnementales qui peuvent être mises en place dans votre programme pour appuyer tous les enfants. Stratégie visuelle. Les visuels sont tellement importants dans notre vie de tous les jours. Comme adultes, nous dépendons sur toutes sortes de visuels pour nous aider à naviguer notre journée. Par exemple, notre téléphone cellulaire, notre agenda, les panneaux sur les routes, les panneaux à l'arrêt de l'autobus, notre montre, les feux de circulation, etc. Tous les enfants bénéficient de stratégies visuelles pour les aider à communiquer leurs désirs et leurs besoins. Plusieurs enfants ayant un TSA apprennent de façon visuelle, ce qui veut dire qu'ils assimilent et retiennent mieux l'information quand ils peuvent la voir et l'entendre. Il est important d'utiliser cette force afin de compenser pour certaines lacunes. N'oubliez pas que les visuels sont pour tout le monde. Il est important d'utiliser des visuels comme outil pour améliorer la compréhension du langage, le développement du langage, les attentes environnementales, ainsi que pour fournir un soutien et une structure. Des appuis visuels jumelés avec des routines constantes et prévisibles peuvent maximiser l'apprentissage de l'enfant et atténuer son anxiété. Lorsqu'on parle de visuels, ceci inclut des photos, des gestes naturels, des objets concrets, le langage des signes, des pictogrammes. Les visuels sont utilisés car ils augmentent le traitement du langage réceptif. Les mots parlés peuvent être brefs et oubliés dans une minute. Donc, lorsqu'ils ont le visuel, ils sont capables de se référer au visuel de nouveau s'ils ont déjà oublié la consigne verbale. Ils accordent plus de temps à l'enfant pour traiter l'information afin qu'il puisse vraiment comprendre la consigne verbale. Parfois, une partie de ce qui est dit peut lui manquer. L'enfant apprend à associer une ou plusieurs images avec ce qu'il entend. Par exemple, lors de la routine d'habillage, il peut souvent y avoir beaucoup de mouvements et de bruit, ce qui rend difficile d'entendre la consigne verbale. Mets ton manteau. En accompagnant l'énoncé avec un appui visuel, ceci favorise la compréhension de l'enfant. Un tableau maintenant après aide l'enfant à comprendre que maintenant je m'habille et après je peux faire ce que j'aime vraiment, aller jouer dehors. Les visuels soutiennent aussi la communication expressive. On peut utiliser un système de communication comme le PECS pour aider à l'enfant qui ne connaît pas le mot ou qui ne peut pas retrouver les mots nécessaires pour exprimer vraiment ses besoins et ses désirs. On peut aussi utiliser un tableau d'émotions ou de besoins pour que l'enfant puisse communiquer à l'adulte ou à ses pairs ce qu'il veut ou comment il se ressent. Les visuels sont également un outil essentiel pour promouvoir l'autonomie. Puisque les enfants avec un TSA
interprètent les messages de façon différente, des indices visuels peuvent aider à comprendre ce qu'on s'attend d'eux. Un horaire visuel est un excellent soutien visuel. Il peut aider l'enfant à faire la séquence des événements ou des routines de sa journée et de le préparer aux transitions. Il peut aussi aider à identifier les changements à l'horaire, de favoriser les interactions avec ses pairs et les adultes, ainsi que d'appuyer le développement du langage. Une séquence visuelle aide l'enfant à comprendre quelles sont les étapes qu'il doit faire pour être autonome lors d'une certaine routine. Un exemple de ça serait la routine de toilette ou le lavage des mains. Un tableau de choix permet à l'enfant de faire un choix pour lui-même et de communiquer ce qu'il veut. Lorsque les routines et les visuels associés sont cohérents, cela aide l'enfant à comprendre et attacher un sens aux images. Voici des stratégies efficaces pour promouvoir la communication. Placez-vous au niveau de l'enfant et attirez leur attention. Attirez l'attention d'un enfant d'une manière qui lui profite le plus. Donc, rapprochez-vous, se placer à son niveau, au niveau de ses yeux. Appelez son nom, le tapoter ou le toucher doucement sur l'épaule. Essayez de bloquer les distractions environnementales. Apportez un objet près de votre visage pour essayer de stimuler une attention conjointe. Utilisez un langage clair et simple. Le plus de mots que vous utilisez, le plus difficile ce sera pour l'enfant de comprendre et d'interpréter. Incorporez des appuis visuels. Il est important de fournir des appuis visuels lors de la communication. Des gestes naturels, le langage des signes, des images, des objets concrets, des mots écrits. Par exemple, pointez vers le casier de l'enfant lorsqu'on veut lui demander d'aller s'habiller, ou lui présenter son chapeau, ou toucher votre tête lorsque vous lui demandez de mettre son chapeau. Parfois, la seule méthode de communication ou la méthode de communication la plus efficace pour l'enfant sont un comportement défi. L'utilisation des visuels aide à diminuer les comportements défis et fournit un moyen beaucoup plus significatif de communication pour vous et pour l'enfant. D'autres stratégies de communication. Laissez le temps à l'enfant de traiter les informations. Il est important de prévoir assez de temps pour que l'enfant puisse traiter ce qu'on lui dit, ce qu'on lui donne comme consigne. Lorsque vous donnez des consignes, attendez. Laissez le temps pour traiter l'information et pour le répondre avant la prochaine consigne. Donc, comptez à 10 dans votre tête. Il ne faut pas oublier que le temps de traitement de chaque enfant est différent. Une fois que vous avez donné la consigne, des fois, il est important aussi de s'arrêter avant de répéter encore la même consigne. Donc, le petit truc de 10 secondes, c'est une bonne stratégie. Observer, reconnaître et renforcer toute tentative de communication. Il est important d'interpréter puis ensuite de modéliser aux besoins. Par exemple, l'enfant essaie de retirer le couvercle d'un contenant. Donne la bouteille ou le contenant à l'éducateur et dit rien. Donc, l'adulte va dire de l'aide ou ouvrir. Ou peut-être c'est un enfant qui guide l'éducateur par la main à l'étagère de livres, mais ne dit rien encore. Donc, l'adulte va dire livre ou raconter histoire. L'adulte interprète les actions de l'enfant, puis ensuite lui donne le modèle pour que l'enfant puisse répéter ou utiliser les mots pour communiquer ce qu'il veut. Temple Grandin nous conseille que si l'enfant veut le marqueur, mais demande de la colle, donnez-lui la colle pour l'aider à faire une connexion fonctionnelle. Vous pouvez ensuite lui montrer le marqueur et modéliser le mot approprié pour qu'il puisse faire la demande. Utilisez un langage cohérent et contextuel dans des routines familières. Un enfant avec un TSA a de la difficulté à utiliser le contexte et la langue. Les mots changent souvent de sens en fonction de leur contexte, donc il est important d'utiliser le même mot ou la même étiquette, et ce, par tous les membres de l'équipe. Ceci aidera l'enfant à comprendre l'attente.
Par exemple, on utilise une même chanson pour le rangement. Des étiquettes ou des mots pour les objets et les espaces qu'on utilise. Donc, essayez de réfléchir. Lorsqu'on va jouer à l'extérieur, est-ce que je dis on va dans la cour, on va à l'extérieur, on va dehors? Si on utilise ces 3 mots pour le même temps de la journée, ça peut être vraiment, ça peut apporter l'enfant à confusion. Donc, même chose avec la salle de toilette. Lorsqu'on annonce que c'est le temps de faire la routine de toilette, est-ce qu'on dit toilette ou est-ce qu'on dit salle de bain? N'oubliez pas que les enfants apprennent par la répétition. En tant que personnel éducateur, vous avez la capacité de développer les habiletés de jeu des enfants et ainsi les interactions sociales. Il est important de suivre le jeu de l'enfant lorsqu'il joue avec des jouets et des matériaux. Il faut fournir des mots, modeler des mots, des commentaires, des sons appropriés pour les voitures, les animaux, etc. Il est également important d'inclure les pairs dans son jeu afin de pratiquer les échanges, mon tour, ton tour, les mots nécessaires pour pouvoir interagir avec ses pairs. Certainement, on peut le faire avec l'appui de l'adulte. Observez les intérêts de l'enfant pour développer son jeu. Ajoutez une étape de plus au jeu de l'enfant. Le soutien et le modelage par les adultes et les pairs peuvent aider à l'enfant à interpréter et à réagir aux interactions et aux indices sociaux. Commencez avec l'adulte, puis ajoutez graduellement un enfant à la fois. C'est certain que vous devrez peut-être choisir un enfant spécifique, peut-être un enfant de sorte que vous sachiez que cet enfant-là peut gérer la structure du jeu et ne pas ajouter au niveau de stress de l'enfant avec un TSA. Les scripts et scénarios sociaux, que sont-ils? Les scripts sociaux sont des représentations visuelles qui comprennent du texte et des images, qui aident à enseigner les règles et les attentes des interactions et des situations sociales. Des scripts et scénarios sociaux présentent des attentes sociales appropriées sous la forme d'une histoire courte ou d'un script. Ils fournissent des scénarios pour les interactions sociales à travers le langage et les visuels. L'idée est qu'avec l'aide de l'adulte, l'enfant répète l'histoire à l'avance. Donc, il se pratique à regarder l'histoire, à le lire. Lorsque la situation se produit réellement, l'enfant pourra ensuite utiliser l'histoire pour aider à guider ses actions. Pour cette raison, les scripts sociaux sont généralement écrits du point de vue de l'enfant. Lorsqu'on rédige des scripts ou des scénarios sociaux, on utilise un langage simple, une ligne par page avec le visuel qui l'accompagne. Des images réelles de l'enfant ou des intérêts spéciaux sont utilisés pour rendre l'histoire plus attrayante pour l'enfant. La situation est décrite en détail et l'accent est mis sur quelques points clés. Comment est-ce que l'individu peut se sentir? Qu'est-ce qu'il pourrait observer ou entendre? Comment est-ce qu'il va réagir ou répondre? L'objectif est d'accroître la compréhension de ce qui pourrait se produire dans certaines situations, ce qui va réduire l'anxiété et va aider à apprendre des réponses appropriées. Voici un exemple d'un script social. L'objectif de ce script est d'apprendre à attendre son tour. Attendre son tour, il est bon de partager et de prendre des tours. Quand je prends mon tour, tout le monde s'amuse. Les amis de ma classe voudront jouer avec moi si je prends des tours et je partage. Voici des activités que je peux faire pendant que j'attends un tour. Peinturer, lire un livre, jouer au bloc, coin de bricolage, bac sensoriel. Des scripts sociaux peuvent être utilisés pour enseigner certaines habiletés ou pour appuyer l'enfant dans des situations diverses, telles que le temps du cercle ou un rassemblement. Comment prendre l'autobus lors d'une sortie? Prendre l'avion pour aller visiter mes grands-parents. Aller à l'école, aller à la salle de toilette, se faire des amis, aller chez le dentiste. Les transitions sont un moment où les enfants sont demandés d'arrêter ce qu'ils font pour passer à une autre activité, qui est souvent pas leur choix. Il est important de comprendre les besoins de l'enfant afin qu'il puisse réussir pendant les transitions. Les transitions peuvent être un moment difficile pour tout le monde. Les enfants ont tendance à passer une grande partie de leur journée en transition.
Les meilleures pratiques nous informent que les enfants ne devraient pas passer une grande partie de leur journée dans les transitions. Les enfants atteints d'un TSA peuvent avoir plus de difficultés à changer leur focus ou attention d'une chose à l'autre. Et l'imprévisibilité peut entraîner des réactions variées qui peuvent se présenter en comportement défi. Une planification minutieuse et des stratégies préventives soutiendront une transition plus prévisible et diminueront le stress et l'anxiété. La planification à l'avance, la réduction du nombre de transitions et la réduction des temps d'attente sont tous des stratégies qui peuvent soutenir tous les enfants pendant les transitions. Voici des conseils pour les transitions. Utilisez des repères visuels avertissements pour donner des avertissements à un groupe ou de façon individuelle. Donc, on peut utiliser des repères visuels, des avertissements auditifs, donc des carillons, cloches, des chants, des rimes transitoires. Des visuels comme des gestes, des minuteries, on fait référence à l'horaire visuel. On peut aussi utiliser des objets concrets. Donc, pour le changement de couche, on montre une couche. Lorsque c'est le temps de mettre son manteau, on montre le manteau. Un pinceau, une cuillère pour le dîner ou la collation. Des attentes claires et précises sont aussi également importantes. Donc, communiquer les attentes aux enfants. Utiliser un langage clair, concret et précis. Utiliser des phrases courtes, pas plus de 2-3 mots. Fournir des rappels. Les rappels peuvent être de façon verbale, visuelle ou physique, puis au besoin. Essayez de garder vos temps d'attente courts. Planifiez, soyez prêts pour les temps d'attente en ayant des livres, des chansons, des petits jeux, un bac d'attente avec des livres, des jouets, quoi que ce soit. Évitez d'avoir trop de transitions. Examinez le nombre de transitions et les étapes impliquées. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Planifiez la distance la plus courte avec le moins de distractions possible et la route la plus directe. Communiquez de façon efficace. Dire à l'enfant quoi faire versus quoi ne pas faire. Se déplacer près de l'enfant pour lui donner le signal ou la consigne. Éviter de crier de l'autre côté de la salle. Identifier et réduire des déclencheurs supplémentaires qui peuvent apporter de l'anxiété. Donc, par exemple, laisser l'enfant aller le premier ou le dernier lors des temps achalandés pour un enfant qui n'aime pas les foules ou avoir les autres enfants dans sa bulle. Ou peut-être qu'il n'aime pas se faire bousculer lorsque tout le groupe marche pour se déplacer d'un local à l'autre. La famille. Nous devons respecter le choix de la famille. Être disponible pour soutenir la famille par tous les moyens possibles. Donc, on peut respecter leur choix en étant à l'écoute. Soyez conscient du cycle du deuil ou du niveau d'acceptation d'un nouveau diagnostic ou peut-être même d'un diagnostic qui n'est pas si nouveau. Souvent, les différents membres de la famille ne sont pas aussi au même stage d'acceptation au même temps. Donc, les stages, c'est comme le cycle du deuil. Les stages sont le choc et le déni. Par la suite, la colère, la négociation, la dépression, le découragement et finalement l'acceptation. Tout au long du processus, nous devons, en tant que personnel éducateur, démontrer de la patience, de l'empathie, une attitude positive envers l'enfant et sa famille et surtout beaucoup d'encouragement. Nous devons être disponibles pour soutenir la famille par tous les moyens possibles, en écoutant, en validant ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, en offrant des ressources, en communiquant des informations importantes et positives sur l'enfant. Par exemple, peut-être un accomplissement, un nouveau succès, une activité préférée, une nouvelle activité, une expérience positive que l'enfant a eue avec un père ou plusieurs pères. N'oublions pas que le parent est l'expert de son enfant. Il le connaît le mieux. C'est notre devoir, en tant que professionnel de la petite enfance, de travailler en collaboration avec eux. En terminant, je vous laisse avec cette citation de Temple Grandin. « Un enseignant a été mon sauveur. Il ne voyait pas mon diagnostic, juste mes talents sous-jacents.
Il a canalisé mes fixations dans des projets constructifs. Il n'a pas essayé de m'attirer dans son monde, mais est venu à la place me retrouver dans mon monde. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme. Voici une liste de sites web des diverses associations et organismes du trouble du spectre de l'autisme qui offrent une multitude d'informations, de ressources et de soutien. Le CIGE offre une bibliothèque ressources exceptionnelle. Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne. Je vous invite à visiter le site www.cisslibrary-bibliocige.ca. Pour notre bulletin de nouvelles mensuel, visitez le www.bulletinCIGE.ca. Pour recevoir un certificat pour ce webinaire, complétez le questionnaire, le petit quiz au lien suivant. Il y a 5 questions, puis ensuite, vous aurez la chance d'imprimer votre certificat par la suite. Merci.